Nous avons le plaisir de recevoir le docteur Lansac, Emmanuel Lansac. Bonjour docteur Lansac. Nous connaissons votre intérêt pour la chirurgie de la valve aortique. Vous êtes chirurgien et à l'occasion de ce congrès, vous êtes intervenu pour présenter vos travaux et puis pour faire des mises au point, je pense, sur différentes choses. Donc ma première question, ce sera, est-ce qu'on peut mettre en avant quelques éléments récents de la chirurgie aortique dont il a été question dans ce congrès? Un des éléments importants, et moi c'était un des sujets de ma présentation, c'est de parler de la possibilité de réparer la valve aortique plutôt que de la remplacer. Alors la première des questions, c'est quels sont les bons candidats à la réparation de la valve aortique? Je vous la pose. Les bons candidats, en fait, c'est les gens qui ont une insuffisance aortique à valve bicuspide ou tricuspide, avec ou sans anévrisme de l'aorte ascendante ou de la racine aortique. Donc ça, c'est les bons candidats à la réparation qui, historiquement, avaient ce qu'on appelle une intervention de Bentall, avec un remplacement complet de la valve et de l'aorte avec réimplantation des coronaires, essentiellement avec une valve mécanique. Donc là, quand vous faites ça, vous ne touchez que les sigmoïdes. Non, vous refaites quand même le flux aortique initial? On laisse les valves telles qu'elles sont, donc on touche pas. Enfin, on va réparer la valve, on va resuspendre la valve, on va faire ce qu'on appelle une plastie aortique de resuspension, et on va changer l'aorte ascendante autour, éventuellement réimplanter les coronaires ou faire une annuloplastie sous la valve, puisque ça c'est un des éléments importants et qui est le sujet de ma présentation là, à ce congrès cette année, c'est la compréhension de plus en plus importante que, à l'instar de la réparation valvulaire mitrale, le fait de faire une annuloplastie aortique, comme l'annuloplastie mitrale, est un facteur de standardisation de la réparation valvulaire aortique et un facteur de stabilité à long terme de la réparation valvulaire aortique. C'est un principe assez bête, c'est que si l'anneau est dilaté et que les feuillets valvulaires ne se touchent pas parce que les diamètres sont dilatés, en réduisant les diamètres et en rétablissant la géométrie de la valve, on va augmenter la surface de coaptation et protéger la réparation valvulaire, comme on le fait pour la plastie mitrale, où on répare un prolapsus et on fait une annuloplastie de la mitrale. C'est en quelque sorte un Bentall sans prothèse. Voilà, c'est ça. On pourrait simplifier comme ça. Voilà. Alors ça, c'est un premier aspect. Vous avez un gros recul derrière vous. Qu'est-ce que vous pouvez en dire sur l'expérience que vous avez vous-même? Sur l'expérience, nous, sur l'Institut Mutualiste Montsouris, on a à peu près opéré 250 patients et il y a un recul moyen de 7 ans, mais pour les premiers, en fait, ça date de 2003, donc on est à presque 13 ans, avec d'excellents résultats, plus de 95% d'absence de réopération à 7 ans, lorsqu'on fait l'ensemble de l'approche avec la resuspension de la valve. On n'a pas de différence entre les valves bicuspides et les valves tricuspides, et pas de différence qu'il y ait un anévrisme ou qu'il n'y ait pas d'anévrisme. Donc c'est quand même extrêmement encourageant, sachant qu'aujourd'hui, on a quand même un recul important sur les valves mécaniques. Et d'une méta-analyse récente sur plus de 8000 patients, on sait que le taux de complications thromboemboliques avec une valve mécanique, c'est de l'ordre de 2% par patient et par an dans les versions basses. Donc sur un taux cumulé de plusieurs années, ça fait une morbimortalité qui est significative et une mortalité à long terme qui est pareil de l'ordre de 2% par patient et par an, ce qui là encore chez des gens jeunes ayant une implantation de valve mécanique fait un taux de morbimortalité cumulé sur des échéanciers de 20, 30 ans ou plus, si on est implanté à l'âge de 20 ans ou 30 ans, des taux qui sont relativement rédhibitoires, qui nous poussent, en tout cas nous dans le monde chirurgical, à essayer de trouver des alternatives à la valve mécanique qui je l'espère, à un moment disparaîtra complètement des implants valvulaires. Ce qui veut dire que l'information que vous apportez à la physiopathologie, c'est quand même la dilatation de l'anneau qui est l'essentiel de la pathologie, puisque quel que soit le type de tricuspide, bicuspide, on revient toujours là.
Oui, et d'ailleurs c'est assez intéressant parce qu'en fait les premiers anatomopathologistes dès le 19e siècle avaient décrit une dilatation de la bouche de l'aorte, ils l'avaient appelé comme ça, et d'ailleurs le premier nom des anévrismes de la racine aortique, c'est la maladie annulo-ectasiante, donc qui démarre au niveau de l'anneau, et on l'avait un petit peu oublié, maintenant c'est remis au goût du jour, on a un peu mieux compris, et c'est intéressant essayer justement d'être dans une démarche de standardisation, et c'est un peu l'objet de mon travail et ce que j'essaie de populariser. On a d'ailleurs étudié, pour l'instant on a les résultats à court terme, de la comparaison entre l'intervention de Bentall classique versus une réparation valvulaire en multicentrique, et il n'y a pas de différence en termes de morbimortalité. Il y a la même mortalité opératoire, et il y a même une tendance à la réduction des événements majeurs liés à la valve. C'est presque significatif, 3% versus 9%, c'est une tendance à la significativité. Et pour moins de morts subites, moins d'accidents thromboemboliques lorsqu'on a une réparation de la valve que lorsqu'on a un remplacement valvulaire mécanique. Et ce, malgré des centres qui étaient en courbe d'apprentissage avec des opérations qui sont plus longues que le Bentall classique. Les antithrombotiques dans le suivi ? Alors, les antithrombotiques dans le suivi, à un moment, il y avait une grande espérance avec les NACO, mais l'étude qui utilisait les NACO dans les valves mécaniques a été arrêtée. Et donc, maintenant, il n'y a plus cet espoir-là du côté des valves mécaniques. Par contre, un des enjeux, je pense, pour les gens qui ont des valves mécaniques, et ce n'est pas un drame, je pense qu'on peut vivre quand même de manière tout à fait satisfaisante avec une valve mécanique. Il ne faut quand même pas... vraiment, je crois que ça a été un des progrès quand même essentiels en chirurgie cardiaque aussi. Mais un des enjeux d'amélioration pour réduire de manière significative le risque de complications thromboemboliques, c'est l'automesure. Alors malheureusement, l'automesure, elle est remboursée que chez les cas pédiatriques aujourd'hui, et on l'espère que, je ne sais pas qui doit intervenir, la Fédération française de cardio, faire le forcing auprès de la Haute Autorité de Santé pour faire en sorte que les gens qui ont des valves mécaniques puissent s'auto-gérer, parce que c'est le meilleur moyen d'éviter les drames en responsabilisant les patients, et ça leur donne aussi une autonomie. On ne va pas rentrer dans ces problèmes, il y a des problèmes de lobbying, c'est très compliqué. Oui, très compliqué, c'est pour ça que je suis resté assez... C'est dommage, au détriment des patients. On peut dire qu'il y a des conflits d'intérêts très probables, qui sont plus ou moins conscientisés, pas forcément malsains, mais une certaine réticence à essayer de faire ce que font nos voisins allemands, qui le font très bien et qui montrent une amélioration très nette des résultats avec une réduction significative des complications thromboemboliques lorsqu'on fait de l'automesure par rapport à l'INR classique, qui est quand même extrêmement handicapante puisqu'il faut aller toutes les 3 semaines se faire une prise de sang, qu'il faut appeler son cardiologue en permanence. Enfin, on est dans un rapport peut-être encore infantilisant des patients. Voilà. Et à part cette approche-là, à part cette technique-là, est-ce que vous avez d'autres préoccupations dans le domaine de la chirurgie des valves aortiques ? Moi, oui, alors un des points importants dans la lignée, en fait, lorsque la valve n'est pas réparable, il y a une période, il y a une intervention qui est en fait très ancienne et qui est en train de revenir au goût du jour, c'est l'intervention de Ross. L'intervention de Ross, c'est prendre la valve pulmonaire, la mettre en position aortique pour remplacer une valve aortique défaillante, et en position pulmonaire, on met une homogreffe d'un cœur en général de transplantation. Qui est moins sollicité. Qui est moins sollicité, avec des pressions plus faibles, donc un risque de dégénérescence plus faible. Cette intervention, en fait, elle date de 1960, avant les valves mécaniques, et après, elle a un peu perdu de sa splendeur parce que elle a été parfois mal comprise, mal utilisée. On a maintenant bien analysé, on a un très grand recul, et on sait que les gens qui ont une intervention de Ross ont une espérance de vie qui est similaire à la population générale. Et ça, il n'y a aucun substitut valvulaire qui arrive à le faire. On espère la même chose pour la réparation valvulaire, mais même si c'est peut-être pas tout à fait vrai, en tout cas c'est assez proche de la population générale. Et ça, c'est très intéressant. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que les facteurs de risque de l'intervention de Ross, c'est lorsqu'on opérait les gens pour une insuffisance aortique, ça tombe bien, on peut les réparer, et lorsqu'ils avaient un anneau qui était dilaté à plus de 25,
Et donc ça aussi, ça tombe bien parce qu'on a mieux compris comment on pouvait le gérer et surtout comment on pouvait essayer de standardiser sa manière de le traiter en incluant la valve dans une prothèse de Valsalva. Et c'est une innovation qui a été amenée par le professeur Pratt de Lille, qui est une technique qu'il a importée en fait de ce qu'on a appris de la réparation valvulaire et ce qui nous conduit aujourd'hui à être dans un revival de l'intervention de Ross chez les gens jeunes qui ne veulent pas de valve mécanique et chez qui la valve n'est pas réparable. Donc ça, c'est, je pense, aussi un des points qui est très intéressant. Il y a peut-être un petit surrisque de mortalité, parce que c'est quand même une intervention qui est plus lourde, même si la plupart des études disent que non. Je pense qu'il faut rester assez logique. Plus les interventions sont complexes, plus elles ont des risques opératoires. Mais c'est pas rédhibitoire, parce que c'est des gens jeunes qui, globalement, tolèrent bien des interventions qui sont longues. Et puis... donc ça, c'est une des options intéressantes lorsque la valve n'est pas réparable. Et pour parler peut-être plus d'avenir, je pense que même si aujourd'hui l'ensemble de la cardiologie s'oriente vers les technologies percutanées, la valve percutanée qui serait la solution à tous les problèmes, je pense qu'il ne faut pas oublier quand même un des enjeux majeurs de la chirurgie valvulaire aujourd'hui, c'est de trouver une alternative à la valve mécanique, mais aussi aux bioprothèses actuelles, qui sont des bioprothèses traitées au glutáraldéhyde qui ont des durées de vie limitées. Et que un des enjeux, c'est très probablement le tissue engineering avec des matrices qui seraient recolonisées par les cellules du receveur, sont sûrement une des voies de recherche les plus intéressantes pour les substituts valvulaires de demain. On parlait de conflit d'intérêts tout à l'heure par rapport à l'automesure des anticoagulants. Là, je crois qu'on peut aussi parler d'un conflit d'intérêts industriel. Parce que aujourd'hui, on est sur des prothèses qui sont très anciennes. Les prothèses traitées au glutáraldéhyde, c'est les années 70. Les valves mécaniques, c'est à peu près la même période, un petit peu avant. Ça a changé de génération. Oui, ça a un peu changé de génération, mais le traitement par glutáraldéhyde, il n'a pas changé. Donc on reste toujours sur la même limitation d'un implant qui certes s'appelle une bioprothèse, mais qui est en fait un implant parfaitement inerte. Et que le futur, ce serait quand même d'avoir des implants vivants pour la vie, qui se régénèrent et qui puissent arriver à avoir la même tolérance et la même résistance et le même taux faible de complications thromboemboliques et hémorragiques, c'est-à-dire quasiment nul, lorsqu'on répare une valve, et d'avoir un implant vivant pour la vie. Ça, ce serait vraiment, je pense, un des enjeux majeurs. C'est compliqué parce qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir faire ce type de travail et un soutien industriel qui n'a peut-être pas toujours, un rôle des sociétés savantes qui devrait peut-être pousser plus pour ça, sûrement multifactoriel comme toujours, mais... il faut en parler, on est là pour ça. Voilà. Et donc ça me permet de vous donner rendez-vous dans vos premières séries d'interventions de Ross dans 4-5 ans. Voilà. On y est là. Vous y êtes déjà ? Bon, oui, c'est oui, bon alors. Oui. Bon, c'est la réparation valvulaire et l'intervention de Ross sur le sujet jeune, c'est vraiment l'axe de priorité pour essayer de proposer des solutions alternatives à la valve mécanique chez les gens jeunes. Et les gens jeunes aujourd'hui, c'est une définition qui est assez variable. En tout cas, moi je dirais moins de 75 ans. Et en tout cas pour l'alternative à la valve mécanique, moins de 60 ans. Évidemment, chez les cas pédiatriques et les gens très jeunes, c'est une évidence qu'il faut le faire, mais ne pas avoir de matériel prothétique, même une bioprothèse à un âge avancé, c'est aussi quelque chose d'important. On le sait de la chirurgie mitrale, on l'a appris. Et on ne voit pas pourquoi ce serait différent pour la valve aortique. Il y a des études qui sont en train de venir là-dessus. Et ça permet quand même si le TAVI résout beaucoup de problèmes et les valves in-valve, etc., le fait d'avoir son propre tissu, les malades le comprennent très très bien. Et quand on peut réparer leurs valves, ils y sont très favorables. On peut dire que c'est le mot de la fin ? Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.